à l'heure, je suis venue avec mes chères étudiantes parce que ce que nous faisons, c'est aussi une activité qui est pédagogique. Donc voilà, on vient avec nos étudiants pour leur faire comprendre ce qu'est le genre. Et voilà, donc il y a Safietou Diallo qui va se présenter, qui est étudiante en licence 3 dans la filière EMAI, mathématiques appliquées et informatique, option ingénierie logicielle. Elle est aussi présidente du club d'EMAI et cybersécurité. C'est bien, c'est un nouveau intéressant, truc oui, de la tout à fait. police. Oui, Elle est absolument. de l'espace numérique ouvert de Dakar. Merci Madame Gassama. Merci beaucoup à Madame Diallo. Moi, c'est bien Safietou Diallo et je suis étudiante en licence 3. Et je suis aussi la présidente du club EMAI et cybersécurité. Chère présidente de l'Association des juristes du Sénégal, les femmes ont du mal à choisir certains métiers ou à faire certaines études. Les sciences, par exemple. Mais vous avez été commissaire de police. Que pouvez-vous nous dire aux jeunes filles pour les aider à envisager tous les métiers et les filières pour leur avenir? Merci beaucoup, Mme Diallo. Ce que je peux dire aux femmes, aux filles, aux jeunes filles, c'est de ne pas se fixer des limites. De ne pas se fixer des limites, ni dans les études, ni dans le choix des filières. Parce que c'est une formation intellectuelle, après les études et la qualification, je pense qu'on peut exercer tous les corps de métier. Et la preuve est administrée tous les jours. Nous sommes tombés sur le concours de commissaire de police. Aujourd'hui, de plus jeunes le font. Ils commencent maintenant à compter des jeunes filles dans le corps de commissaire de police. À l'époque, c'était seulement dans le corps des officiers supérieurs et officiers. Aujourd'hui, dans le corps des gardiens de la paix, il y a des femmes. Parce qu'on pensait que le corps était trop dur pour les femmes. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'elles s'en sortent très, très, très bien et avec beaucoup de brio. Vous avez vu la dernière fois, récemment, il y a le capitaine Mamro Khailo de la gendarmerie, qui est la deuxième ou troisième promotion de femmes dans la gendarmerie, qui non seulement est officier de police, de gendarmerie, mais a réussi à la formation de pilote de ligne. Elle est la première femme pilote de la gendarmerie nationale. Et donc, il ne faut pas se fixer des limites. Les jeunes filles, que je suis fille, c'était comme disait ma mère, oui, le meilleur métier pour les filles, c'est secrétaire, enseignante ou sage-femme. Non, il ne faut pas se fixer de limites. Et considérer comme un métier, que c'est un métier et mettre ce qu'il faut, parce qu'on a les ressources qu'il faut, intellectuelles. On a tendance à sous-estimer nos aptitudes physiques, mais je pense que ça se passe dans la tête et il suffit d'avoir une détermination et de vouloir quelque chose. D'accord. Merci beaucoup, madame. Ma deuxième question est la suivante. Que pensez-vous du décret numéro 2021-6 1469 du 03 du 3 novembre 2021 relatif au travail des femmes enceintes du ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions qui vise à abroger les dispositions visant à restreindre l'accès des femmes à certains types d'emplois et certaines industries. Le présent décret a donc supprimé ces restrictions en permettant aux femmes de faire elles-mêmes le choix de leur travail pour leur garantir l'égalité des chances et de traitement dans le domaine de l'emploi. De même, la protection de la maternité y a été renforcée. Par conséquent, a été renforcée pour une meilleure égalité dans le monde du travail. En conséquent, les améliorations ci-après sont apportées par le présent décret. La suppression des restrictions au travail des femmes, la mise en conformité de la législation nationale aux dispositions de la Convention numéro 183 sur la protection de la maternité et de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1979. Le réaménagement de l'heure du repos pour allaitement
en cas de désaccord des parties? Vu ce décret, mais je pense que la femme doit être maîtresse de son choix, de vie, de son choix de métier. Et que je pense que si on avait été consulté, plutôt que de choisir pour la femme les métiers qu'il faut embrasser ou supprimer un métier, il faut faire, ou plutôt envisager pour l'égalité des chances, ce qu'il y a, c'est tenir lieu de la sexospécificité. Les femmes sont des femmes, physiologiquement, elles ont besoin de dispositions spéciales, comme l'homme a besoin de dispositions pour arriver. Donc ce qu'il faut, et ça les Nations Unies également l'ont recommandé, c'est tenir compte de cette sexospécificité, aménager dans les lieux de travail des aires pour les femmes enceintes, les aires pour les femmes en état qui allaitent, etc. Et prendre des dispositions pratiques dans les instances de travail qui leur permettent d'exercer leur travail, mais également d'assumer leurs conditions de mère. Et ça, c'est tout à fait possible. On a vu que quelque part dans le monde, où dans les usines où le travail est manuel, où le travail est le plus dur, il y a des espaces d'allaitement, des espaces de nurserie où les femmes peuvent aller déposer leurs enfants, leur donner le sein quand il faut, reprendre leur travail, etc. etc. Donc je pense que c'est ça qui était, à mon avis, je n'ai pas vu vraiment l'essence même de ce décret, mais je le regarderai. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, laisser les femmes choisir elles-mêmes. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas fixer les limites aux femmes. Ce qu'il faut, c'est prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles puissent exercer en toute liberté les métiers qu'elles choisissent. Merci beaucoup. Ma question suivante est celle-là. Que pensez-vous du harcèlement au travail que peuvent vivre de nombreuses femmes, quel que soit leur statut? Je pense que c'est un fléau, à tel enseigne que les Nations Unies en ont parlé. Et tout le monde, dans tous les pays, les femmes le vivent. Et peut-être même, certains disent que les hommes également, mais en tout cas, c'est les femmes qui en souffrent le plus et qui en payent le plus les pots cassés. Mais vous savez, c'est une infraction qui est assez difficile à prouver et c'est pourquoi la répression est un peu difficile. Mais il n'empêche qu'elle suscite beaucoup de l'intérêt dans la recherche, de l'intérêt dans la formation des femmes pour qu'elles quand même, elles puissent rassembler suffisamment de preuves pour faire prendre des sanctions contre les auteurs de ce harcèlement sexuel. Et également, je pense que les autorités et les instances de surveillance peuvent voir dans un processus, par exemple, d'avancement dans une entité administrative ou privée, pourquoi telle ou telle femme n'avance pas, pourquoi telle ou telle femme avance rapidement avant les autres. Et tout ça, ça peut être des indices de harcèlement ou de pratiques pas catholiques. Et donc être qualifié dans le harcèlement sexuel. Mais ça demande une surveillance de très près et surtout que les femmes aient le courage de le dénoncer. Parce que là également, c'est comme le viol, beaucoup de femmes hésitent à le dénoncer parce que voilà, il y a des préjugés encore très tenaces dans ce domaine-là. D'accord. Merci beaucoup, madame. Pour ne pas dire la dernière question, l'avant-dernière question, quelles sont les réponses efficaces apportées par la cybersécurité? J'aimerais bien pouvoir vous répondre. La cybersécurité, pour l'instant, nous, en ce qui concerne vraiment la lutte que nous menons pour les VBG, les violences basées sur le genre, nous n'avons pas encore l'avantage de l'utiliser. Encore que nous avons une expérience très, très concluante en Corée du Sud. En Corée du Sud, nous avons vu les femmes qui étaient sujettes à des violences conjugales étaient dotées d'une montre avec une puce qui était connectée au commissariat de police. Et donc, en cas de violence, même à n'importe quelle heure, dès qu'elle appuyait sur sa montre, ça se déclenchait au niveau du commissariat et les secours arrivaient aussitôt. Et c'est ainsi qu'on peut prendre sur les faits
les hommes et des femmes et mener une procédure. Donc ça, c'est un avantage de la cybercriminalité, de la technique de cybercriminalité, de lutte avec la cybercriminalité. Ce qu'elle a oublié de préciser, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a de nombreuses violences qui sont faites aux femmes à travers les réseaux sociaux. Oui, excusez-moi, je pense à des films, non, elle a oublié de le dire. Par exemple, on voit des femmes qui sont filmées dans certaines situations qui sont données dites dans les réseaux sociaux. Effectivement. Ah, je pense que c'est très grave et c'est très, très déplorable. C'est très, très déplorable parce qu'aujourd'hui, ça crée des drames. Ça détruit carrément la vie de certaines femmes. Je pense que c'est déplorable et que c'est quelque chose qui est vraiment punissable et qu'on doit punir avec la plus grande rigueur. Merci beaucoup, Madame Diallo. Merci beaucoup, Safietou. Donc, il y a une autre de nos étudiantes, Fatima Fall, qui est une étudiante en contrôle de gestion. Et elle est aussi à l'espace numérique ouvert de Dakar. Donc, chère Fatima, je vous laisse compléter votre présentation et poser votre question. Merci beaucoup, Madame Gassama. Merci également à vous, à Madame Diallo, pour cette belle intervention. Vraiment, je ne saurais exprimer la joie qui m'anime actuellement, rien que de vous entendre retracer votre parcours aussi brillant et inspirant. Voilà, donc, chère présidente de l'Association des juristes sénégalaises, Claude Lévi-Strauss nous montre dans les structures élémentaires de parenté que c'est la prohibition universelle de l'inceste qui sépare la nature de la culture, les humains des autres espèces vivantes. Par inceste, il faudrait entendre l'ensemble des formes prohibées de sexualité. L'humanité s'est donc fondée en pacifiant la sexualité. Comment se fait-il qu'un pays qui compte autant de croyants que le Sénégal connaisse un taux, rappelez-nous le chiffre, aussi élevé de viols et d'inceste? Serait-il lié au fait que ces actes ne soient pas suffisamment traduits en justice, ou bien que le sort des femmes ait si peu d'importance aux yeux de la société qui pourtant semble prôner le contraire? Alors, en tout cas, dans le Sénégal que je connais le mieux, ce que nous comprenons des raisons qui font que l'inceste n'est pas très réprimé, c'est qu'il n'est pas dénoncé. Et ça, c'est lié à un comportement traditionnel. Les gens préfèrent garder le linge sale, éviter l'éclatement de la famille, essayer de réparer. Vous savez, culturellement, nous, on a toujours vu, on a toujours entendu, en cas de viol, quand ça arrive, on oblige le violeur à épouser sa victime puisqu'il a abusé d'elle, détruit son hymen, donc il la prend comme épouse. Mais vous comprenez que c'est des mariages sans lendemain. Donc, mais par ailleurs également, si on a fait des recherches vraiment un peu dans la société, on se rend compte qu'il y a eu des cas des personnes qui ont quitté le pays, qui sont partis définitivement parce qu'ils ont été pris par un cas d'inceste qu'ils ne peuvent pas assumer socialement. Et donc, plutôt que d'être traduits en justice, ils sont partis, ils ont fait ce qu'on appelle en Wolof le gadaï, pour ne plus jamais revenir, ne plus donner leur truc. Mais aujourd'hui, comme les gens, et ça c'était dû à des valeurs morales très hautes. Aujourd'hui, malheureusement, ces valeurs morales se font un peu rares et les auteurs d'inceste restent dans la société comme de véritables prédateurs. Nous, on les appelle prédateurs carrément, parce que c'est des bourreaux des petits-enfants et des petites filles. Et c'est toute personne qui a une influence sur la victime, soit une influence, c'est le père, c'est l'oncle, c'est le grand frère, c'est le tuteur, c'est l'enseignant, quel qu'il soit, qui ont une autorité sur la victime et qui l'oblige, qui lui fait peur ou qui l'oblige à garder le secret, à se taire. Et donc, ces bourreaux-là, malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux dans notre société. Peut-être que c'est maintenant seulement que les langues se délient le plus,
pour qu'on sache ce qu'ils font réellement et qu'on les dénonce. Mais même à ce niveau de dénonciation, il reste encore beaucoup à faire. Parce que l'autre frein, quand ce n'est pas l'ascendance qui est exercée sur la victime et qui garde le silence, c'est la dépendance économique. Par exemple, la mère, une femme dont la fille est abusée par son mari qui n'est pas le père, ou pas même le père, il arrive qu'elle garde le silence parce qu'elle dépend économiquement de cet homme-là. Il les entretient, il les nourrit, il les loge, il les tue. Et donc, elle préfère ne pas prendre le risque de le faire envoyer en prison parce qu'elle n'aura plus quelqu'un qui l'entretient ou qui entretiendra sa famille. Et c'est comme ça que ces bourreaux, sans foi ni loi, font de ces enfants des objets sexuels. Et on en connaît beaucoup malheureusement. Pas plus tard qu'avant-hier, on en a déféré un à Pékin. C'est effroyable ce qu'il a fait. 2 filles, ses propres filles. Donc, je pense que c'est ça. Et puis, l'autre hypothèse que vous avez, qu'on fasse trop peu cas de la femme violée, je pense que là également, on se pose des questions. On se pose des questions. Et tout ça, c'est en réfléchissant et en faisant des déductions. Parce que quand on voit dans la société comment, quelquefois, on commente le viol, comment on attaque plutôt que d'attaquer le violeur, on fait des reproches à la victime. Pourquoi vous étiez à cet endroit précis? Pourquoi vous êtes habillé de cette façon? Pourquoi vous avez fait ceci pour ça? Ça veut dire qu'il y a quelque part un besoin de meilleure prise en compte de l'acte d'abord. Parce que ce n'est pas parce que la personne est habillée légèrement, ce n'est pas parce qu'elle est esselée qu'on doit tomber dessus comme une proie. Donc voilà, je pense que ça également, il y a à réfléchir beaucoup là-dedans, dans notre société et dans la façon d'appréhender le viol par notre société. Merci beaucoup, Madame Diallo. Donc, que pensez-vous de l'avortement médicalisé en cas d'inceste et de viol? Alors, nous, c'est un de nos plaidoyers qui découle de l'article 14 de la Convention de Maputo. Et nous défendons cet avortement médicalisé pour des raisons bien objectives. C'est d'abord, le Sénégal a signé cette convention et l'a ratifiée. Donc, en tant que juriste, nous prenons le respect des engagements pris. Deuxième raison, c'est qu'en cas d'inceste, principalement en cas d'inceste, les enfants issus de cet inceste ne sont pas reconnus, personne ne les déclare, et la mère qui est victime de cet inceste est abandonnée à elle-même. Et c'est souvent des cas qui débouchent sur les avortements clandestins qui peuvent souvent emporter la femme, soit l'abandon d'enfants ou l'infanticide. Dans tous ces 3 cas, la femme a été violée, elle a été abandonnée à elle-même, elle commet un acte désespéré et elle va en prison. Je pense que c'est beaucoup d'injustice pour la femme. C'est trop d'injustice pour la femme. Et c'est pourquoi nous, dans le cadre d'une task force, cette task force qui est basée à Dakar, mais qui regroupe beaucoup d'associations de défense des droits humains, nous pensons qu'en cas d'inceste, on doit pouvoir autoriser la femme à avorter, ne pas garder cet enfant-là. Et malheureusement, c'est le casus belli en ce moment dans notre pays. Dès qu'on l'évoque, il y a des interprétations, c'est contre l'islam, c'est contre les bonnes mœurs et tout. Mais si on nous écoute bien et si on comprend, on essaie de comprendre notre raisonnement, je pense que c'est fondé. C'est fondé et nous ne désespérons pas qu'un jour on verra ce qu'il faut faire. Parce que ça soit autorisé ou pas, les victimes d'inceste essaieront toujours de se débarrasser soit de l'enfant, soit de la grossesse. Et si l'enfant également échappe à cette mort, ça va être une ombre dans la société. Non déclarée à l'état civil, non prise en charge, non éduquée, ni rien dans la société. Et
c'est ce que d'ailleurs je ne comprends pas quand on évoque l'islam pour ça. Elle a rappelé, Fatima, que même avant l'islam, les sociétés avaient compris que l'inceste, il fallait pacifier la sexualité, que l'inceste n'était pas bien. Et pourquoi les hommes religieux ne crient pas, ne condamnent pas plutôt fermement le viol et l'inceste, mais quand les femmes essaient de trouver des solutions à cela, on crie contre ces femmes au lieu de dire, de condamner pendant, je ne sais pas, il y a des footballs le vendredi, on peut ramener ce sujet régulièrement. Tout à fait. Quand on est dans un pays où les chiffres de viol et d'inceste augmentent tous les jours. Ils augmentent tous les jours. Merci beaucoup pour cette précision-là. Surtout que l'islam qu'ils invoquent, s'il avait été strictement appliqué, il n'y aurait pas de cas. Parce qu'il est dit que le rapport incestueux est puni par la lapidation à mort. Donc, ces enfants-là ne naîtraient pas. Et donc, si on ne peut pas appliquer strictement l'islam, parce que ce n'est pas la charia qui est appliquée, pourquoi on ne peut pas admettre des solutions intermédiaires qui puissent arranger tout le monde? Voilà. Surtout qu'on ne prône pas l'avortement tout azimut, loin de nous cette idée de perversion, et également pas à tous les âges de la grossesse. Si on suit vraiment le raisonnement scientifique, parce que dans la task force que j'ai évoquée, il y a l'association des sages-femmes et des médecins qui sont les plus alarmés par le taux d'avortement provoqué qu'ils vivent dans ce pays-là. Et c'est des avortements qui débouchent soit sur la mort de la femme, soit sur une infertilité définitive, parce qu'avec les méthodes clandestines, elle aura détruit son appareil génital. Et voilà, définitivement, elle n'aura plus d'enfants, etc., etc. Donc, je pense que dans la task force, on a des arguments vraiment scientifiques et sociaux qui peuvent quand même permettre aux gens. On ne le dit pas à tous les âges. On ne va pas dire de garder une grossesse jusqu'à 5 mois, 6 mois pour la faire disparaître. On a dit dès le départ. Donc, pendant qu'elle ne fait pas de mal ni à la mère, ni à ce début de grossesse. Ce qui veut dire, en fait, c'est ça, c'est un problème de santé publique en plus, non seulement morale, mais de santé publique. De santé publique, de santé publique, de santé publique. Si vous écoutez les sages-femmes, vous seriez encore plus alarmés. Il y a une dernière série de 3 questions que Safi, tu vas poser. Merci encore, très cher président. Ma question est là, comment alliez-vous votre situation, votre vie familiale et votre vie intellectuelle? Alors, ça c'est par la grâce de Dieu, je pense. Là, vous pouvez même poser les 2 questions en fait en même temps. D'accord. Et quel est aussi l'équilibre désirable entre les hommes et les femmes dans les foyers et sur les lieux de travail? Donc pour la première question, comment j'ai pu allier ma vie familiale et mon travail? Je disais que c'est pas la grâce de Dieu, parce que comme je vous ai dit au départ, c'est un défi que je me suis lancé volontairement en acceptant de me marier sans contrainte à 20 ans et l'année de mon bac. Et je me suis dit tout de suite que je veux mener mes études et ma vie conjugale. Et c'est un défi que je me suis lancé à moi personnellement. Et Dieu m'a aidé. Je suis tombée sur un mari que je comprenais bien, qui était également un intellectuel. Et donc, au niveau matrimonial, il n'y a pas de souci. Donc, on a pu vraiment mener notre vie conjugale sans problème. Je n'ai pas bloqué ma fécondité pour dire que je ne veux pas faire d'enfant ni rien. Donc, j'ai fait mon enfant, mon premier quand je faisais le bac. Le second est venu quand j'étais en 2e année de droit. Et le troisième enfant est venu quand je faisais ma maîtrise. Donc, j'étais chez moi. J'avais l'assistance de personnel domestique qui vivait avec moi. Et comme on est également une famille, comme j'ai dit, on est issu de l'ethnie Halpulaar. Donc, dans nos familles, on n'est jamais seul. On a des cousins, des amis, des parents qui sont là. Et donc, les enfants, on n'avait pas trop de soucis avec eux. En tout cas, étant bébé, comme on avait des domestiques qui portaient les enfants,
Évidemment, le soir, il faut prendre sur soi de bien faire soi-même, préparer ce qu'il faut pour le bébé, etc. Donner les instructions qu'il faut, orienter et tout. Et le matin, aller au cours. Et voilà, donc le soir, on se retrouve. Donc j'ai pu franchement mener cette vie tranquillement jusqu'à ce que les enfants commencent à aller à l'école. On les amène. Je me rappelle mon premier enfant, je l'amenais avec moi quand j'allais à la fac. Je l'amenais au jardin d'enfants Marie-Gueye, à la cité universitaire. Et j'aurais passé le prendre quand je descendais du cours, etc. Et je pense que j'ai pu allier ça sans trop de problèmes. Donc, grâce à ce que je viens de dire, un personnel domestique et une maison assez fréquentée par des parents qui étaient là, des cousins, des oncles, qui animaient un peu la maison et voilà, qui nous tenaient compagnie. Et des sœurs, des petites sœurs qui venaient passer avec moi le week-end quand le domestique partait. Les petites sœurs, j'avais des petites sœurs qui venaient le week-end chez moi systématiquement m'aider dans les travaux domestiques, etc. Et donc vraiment, ça a été mené en synergie familiale, sans trop de problèmes. Et pour la deuxième question, l'équilibre qu'il faut entre hommes et femmes dans les lieux de travail, mais je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est le respect et la considération mutuelle. Respecter son collègue sans voir que c'est une femme. Parce que dans le milieu du travail, je pense que ce qu'il faut voir, c'est le niveau de la hiérarchie et ensuite les relations qu'il y a, l'interdépendance qu'il y a dans le travail. Et c'est pourquoi moi je milite beaucoup pour une bonne formation en matière de relations sociales, de formation pour les enseignants, les travailleurs dans le milieu. Il faut également que ça me permet de départir, par exemple, cette mentalité de femmes et des hommes qui disent ah, ce n'est qu'une femme. Une femme est égale à un homme dans le cadre du travail. Il est égal à un homme dans le cadre de ses devoirs, dans le bureau, au chantier ou ailleurs. La spécificité femme égale spécificité homme. Chacun est créé selon la spécificité, mais qui ne diminue en rien ni ses capacités intellectuelles, ni physiques, ni morales. Donc je pense qu'il faut qu'on se respecte mutuellement et également que la femme assume ses responsabilités sans prendre prétexte. Et que donc en matière d'avancement, en matière de progression dans le cadre de la profession ou de l'exercice des fonctions, ce que nous combattons, c'est ce que j'ai dit, l'avancement par copinage, l'avancement parce que, voilà, je ne veux pas dire le mot, et voilà, donc il faut que les femmes, qu'on se respecte mutuellement et que chacun se fasse respecter. Merci beaucoup, madame. Ma dernière question, c'est, êtes-vous féministe? Si oui, comment l'assumez-vous dans une société comme la nôtre? Comment l'avez-vous vécu et quel message lancez-vous aux jeunes femmes? Alors, féministe. Aujourd'hui, les gens ont peur de ce mot-là parce qu'il est trop chargé. Mais si féministe veut dire revendiquer les droits spécifiques à la femme, revendiquer une amélioration de la condition de la femme, reconnaître ses droits et ses devoirs dans la société, alors je suis féministe. Et je l'assume parce que je pense que nous devons, les femmes, nous devons nous battre contre tout préjugé défavorable à la femme. Nous devons nous battre contre toute spoliation toute méconnaissance de nos droits et de nos avantages dans la société. Parce que, comme j'ai dit au départ, à égalité de diplôme, de qualification et de travail, il n'y a aucune raison que le salaire soit différent. Or, jusqu'à présent, malgré la lutte, il y a des progrès, mais jusqu'à présent, il y a une différence. Ça ne se justifie pas. Il faut que le traitement social, les avantages sociaux, on en a gagné, mais il en reste encore. Également, les préjugés dans les lieux de travail, même en matière politique. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de sensibilisation à l'endroit des femmes. Allez dans la politique, mais prenez la place qu'il vous faut, participer à la prise de décision, aller au sein de décision. Il faut refuser et il faut
pas admettre de jouer le second rôle. L'animation, l'animation des meetings, remplissage des lieux de meetings. Et ensuite, quand il faut prendre une décision, vous allez dans la cour et laisser les hommes se retirer dans les bureaux pour décider et venir vous dire voilà ce qu'on a décidé. Je dis non. Elles sont toutes douées de la même capacité de réflexion. Elles vivent dans la société comme les hommes. Elles connaissent les mots de la société. Elles connaissent ce dont elles ont besoin et la société. Et souvent elles le connaissent mieux parce qu'elles vivent 24 heures dans la société. Et donc c'est ça que si c'est refuser tout ça qui est féministe, alors moi je suis féministe et je l'assume. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. C'est bien un plaisir. Et quel conseil vous donnerez à ces jeunes femmes À ces jeunes femmes de croire en elles. D'abord, de ne rien attendre. Parce que je dis tout le temps à mes camarades et à tout le monde que de ne rien attendre qu'on vous offre sur un plateau d'argent. Dans la vie, il faut se battre. Se battre d'abord pour ses études. C'est comme soi-même d'abord. La paresse, la renonciation. Il faut chercher à avancer et à franchir les écueils de la vie les uns après les autres pour arriver à son but. Il faut se fixer des buts le plus loin possible. Il ne faut pas se donner de limites et surtout il faut accepter d'aller au combat, si j'ose dire, pour gagner. Et là, c'est comme je viens de dire, il faut croire en soi-même et en ses capacités. Se dire qu'on n'a rien de moins que les garçons et les hommes et que donc on peut parvenir là-haut. Dans la réflexion également, et ça se fait tous les jours. Donc, aux instances de décision, il faut aller là-bas, il faut se battre aux instances de décision et décider avec eux. Merci beaucoup, Madame Abi Diallo. Première promotion des commissaires de police femmes au Sénégal, actuellement présidente de l'association des juristes sénégalaises. Merci beaucoup de nous avoir consacré ce moment, mais vraiment très très important qui nous aide à comprendre beaucoup de choses qui concernent le droit des femmes et la générosité de partage. Nous nous excusons de vous avoir autant mobilisé. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, à défendre. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir et beaucoup d'enseignements. Merci. Avec beaucoup de plaisir, Madame Gassama. Merci à vous. Merci.